Bonjour tout le monde. Je viens de quitter Alice Morel-Michaud, une jeune femme de 25 ans qu'on a connue. Elle a commencé à faire de la télé à l'âge de 5 ans. Je vous dis, là, j'ai appris de cette jeune femme-là aujourd'hui. Elle a fait plusieurs thérapies, en tout cas dans sa vie, puis on dirait que c'est comme si j'avais été aussi en thérapie. Elle a partagé beaucoup de choses. Ouais, il y avait beaucoup de pans de sa vie que je ne connaissais pas. Et c'est ce que je trouve beau dans Ouvre ton jeu. L'âge n'est jamais un enjeu. Au contraire, je trouve que ça rapproche les générations d'être capable de s'arrêter et d'écouter et d'accepter qu'on ne sait pas tout, même si on est plus vieux. Mais de grandir tous ensemble, je trouve ça extraordinaire. Alors, puis je veux remercier encore tout le monde parce que je vous dis, là, j'en ai fait des projets et Ouvre ton jeu, c'est quand même le projet où vous me parlez le plus quand je vous rencontre. Il n'y a pas un endroit où je vais où il n'y a pas quelqu'un qui vient de me parler et qui vient me parler de Ouvre ton jeu. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas d'âge là non plus. C'est des jeunes, des plus vieux, des hommes, des femmes. Je trouve ça beau de voir ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller sur scène. Donc, le 20 octobre, nous serons au Club du 10-30 et l'invité sera Chantal Lacroix. Et ça sera à 15h l'après-midi. Donc, c'est un dimanche après-midi. On vient s'installer. Vous allez pouvoir... Il y aura un niveau public où l'invité pigera des questions du public. Et je serai à Québec le 27 octobre prochain. Donc, un dimanche aussi, toujours à 15h, à la salle Albert Rousseau avec P.A. Méthode. Qui peut pas venir en studio parce qu'il travaille la semaine à Québec. Donc, on s'en va le rencontrer dans une grande salle. J'ai hâte d'aller vous voir, de vous rencontrer et on va le vivre ensemble. Donc, ce sera une première pour moi, une première pour vous, puis des invités très, très généreux d'avoir accepté cette invitation-là. En parlant de générosité, je veux parler de mes partenaires. Donc, entre autres, Karine Jonca Cosmétiques, qui est la partenaire de cœur d'Ouvre ton jeu. Et elle vous offre 15% de rabais si vous vous rendez sur son site en ligne. Et le code, c'est Ouvre ton jeu 15. Et aussi, notre partenaire qui est avec nous depuis quelques semaines, parce qu'on a maintenant un niveau rose, qui est le niveau Eros, parce qu'on avait envie d'ajouter des éléments, d'être moins linéaire dans notre podcast. Donc, on s'est dit, on parle souvent de sexualité, de sensualité, on en fera un niveau sans jamais vouloir coincer l'invité, mais quand même, de lui offrir la possibilité d'aller là où il veut, dans cette zone qu'on appelait niveau rose, en fait, niveau Eros. Et la boutique Eros et compagnie vous offre aussi 15% de rabais sur son site. Vous vous rendez, en fait, le code, c'est Rose 15. Sur ce, il est maintenant le temps de laisser place à la grande Alice Morel-Michaud. Tu sais, j'étais triste parce qu'elle était décédée, mais j'étais triste aussi parce que j'ai plus mon amie. C'est ça. Oui, c'est à un moment donné, tu réalises c'est vraiment ça comme aussi. si... Elle ne reviendra pas dans ton quotidien. C'est ça, tu sais, je veux dire... Puis de comprendre aussi, toi, t'aimes encore la personne, mais tu peux plus recevoir d'amour en retour de cette personne-là, tu sais. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, on reçoit une jeune femme que je trouve pétillante. C'est une excellente actrice. Et ce que j'aime, c'est son niveau d'engagement. C'est une femme de conviction et qui en parle haut et fort. Et j'ai l'impression qu'elle veut faire changer les choses. Donc, je suis très fière d'être avec Alice Morel-Michaud. Bonjour, Alice. Allô, merci tellement de l'invitation, Marc-Claude. Ben, on dirait à toutes les fois que je te reçois, quand je t'ai reçu à la télé, où il se passe quelque chose. Oui. Non, mais c'est vrai, t'es engagée dans la société. Oui, vraiment. J'ai toujours été comme ça. Puis, ouais, c'est important pour moi de parler des enjeux qui me tiennent à cœur. Ouais.
Est-ce que tu viens d'une famille de parents qui sont militants, qui étaient engagés dans des causes? Je dirais pas une famille de militants, mais je dirais que je viens d'une famille politisée. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on a la règle, on parle pas de politique à la table de souper. Ben moi, c'était le contraire. Donc, depuis que je suis toute petite, mes parents, ils écoutent la radio le matin, ils écoutent les nouvelles le soir, puis on en parle ouvertement de l'actualité, autant locale qu'internationale. Puis mes parents donnent leur opinion, puis c'est pas des gens qui ont peur de débattre. Fait que ça a toujours été très encouragé. C'est ça, j'ai grandi avec ma sœur qui a 5 ans plus vieille que moi. Puis dès notre plus jeune âge, là, c'est ça, on nous a vraiment encouragés à poser des questions, même sur des sujets complexes. Donc, depuis que je suis tout petite, je me suis intéressée à la politique. Un de mes souvenirs là, les plus marquants, c'est en 2008, donc j'avais 10 ans, l'élection américaine, quand Barack Obama a été élu, ben, toute cette campagne présidentielle-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme accroché. On dirait que je comprenais qu'il y avait quelque chose d'historique qui se passait. Fait que j'avais juste 10 ans, mais je demandais à mon père de lire le journal quand il avait fini parce que je voulais suivre ça. Je restais plus tard éveillée le soir pour écouter le téléjournal avec mes parents. Puis là, j'arrivais dans ma classe au primaire le lendemain matin, puis là, je faisais un petit compte-rendu à mes amis Est-ce qu'il y avait un avaient intérêt? d'autres intérêts. Donc, je parlais plus de ça avec la prof, tu sais. En tout cas, fait que, mais c'est ça. Puis ça a vraiment toujours été encouragé. Et donc, ouais, j'ai continué là, pendant l'adolescence à... Mais ce que j'entends aussi, c'est être capable de te forger une opinion. Ouais. Tes parents t'ont permis ça. Parce que, tu sais, être autour de la table, de parler d'enjeux, c'est aussi développer un argumentaire. Absolument. C'est que tu peux être d'accord en désaccord, mais tu as une raison de l'être. Tu t'as à forger ça. Donc ça, c'est toute ta vie que ça te suit après. Quand tu as appris à émettre une opinion en ne cherchant pas nécessairement l'approbation de l'autre. Oui, absolument. Puis cette discussion-là, cette ouverture-là, mes parents, ils l'ont toujours eu. Puis c'est des gens très curieux. Donc, ils voulaient aussi comprendre pourquoi nous, on voyait une situation de manière différente. Ouais, il arrivait des fois... mon père, surtout, là, il fait encore ça maintenant, mais il arrive à la table comme s'il était prêt avec un sujet de discussion. Fait que là, on s'assoit pour souper, puis là, il dit « Bon, là, les filles... J'ai entendu parler de telle affaire, puis moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. » Puis là, il lance la discussion, puis on part. Fait que ça a toujours été comme ça dans ma famille. Fait que vous ennuyez jamais. Il n'y a pas de silence tant que ça non plus. Non, il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence, ouais. Tu as commencé très jeune, ton métier d'actrice. T'avais quel âge? J'avais 5 ans quand j'ai commencé. Et c'est quoi tes premiers souvenirs? Eh ben c'est fou parce que je me souviens quand même beaucoup là, de mes premiers plateaux de tournage. J'ai commencé par un court-métrage, puis tout de suite après, j'ai fait Aurore. Puis j'ai vraiment des beaux souvenirs de ce plateau-là. Ça fait du bien de t'entendre dire ça. Que tu as des beaux parce souvenirs d'un plateau d'Aurore. Parce que, tu sais, quand nous, on l'a vu, on était plus... c'est quand même quelque chose qui venait beaucoup nous chercher. Oui, mais je pense que j'ai été très protégée. C'est-à-dire que le réalisateur, Luc Dionne, les producteurs, toute l'équipe, vraiment, ils voulaient s'assurer que les enfants qui étaient sur le plateau se sentent bien, se sentent protégés, puis qu'on puisse évoluer dans un environnement qui était très bienveillant. Puis je dirais que ça a été le cas dans la grande majorité des plateaux de tournage que j'ai fait quand j'étais enfant. Fait que ça, je me trouve très chanceuse. Là, on entend tellement des histoires, des fois, très tristes d'enfants sur les plateaux de tournage, mais moi, j'ai tellement eu des belles expériences. Là. Fait que je me trouve vraiment chanceuse de ça. Est-ce que tu as su rapidement que c'est quelque chose que tu voulais faire dans ta vie, que tu voulais poursuivre? Oui, ben je me souviens justement quand j'étais sur le plateau d'Aurore,
un moment donné, je parlais avec ma mère, puis là, je parlais des comédiens adultes qui étaient là, tu sais. Parce que moi, je savais qu'après le plateau tournage, je retournais à l'école, puis là, je me souviens d'avoir demandé Serge Postigo, qui jouait mon père, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il est pas sur le plateau de tournage? Puis ma mère, elle m'a dit, ben c'est son métier. Fait qu'il fait d'autres plateaux de tournage. Puis là, j'ai compris que c'était un métier. Tu sais, que tu pouvais faire ça pas juste pour le fun, mais que tu pouvais vraiment faire ça tous les jours, puis avoir plusieurs plateaux de tournage. Puis là, j'ai fait, OK, ben c'est ça que je veux faire. C'est sûr, c'est ça que je veux faire. Je peux faire ça tous les jours. C'est le rêve. Puis j'ai jamais arrêté de vouloir faire ça. C'est quand même magnifique. Ouais. Tu sais, des fois, on cherche longtemps dans notre vie à quel endroit on est bien, qu'est-ce qui donne un sens sur le plan professionnel. Ouais. Puis toi, c'est plus que le plan professionnel, ça t'habite aussi dans qui tu es. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça a évolué quand même avec le temps. C'est-à-dire que mon amour pour les plateaux de tournage puis pour le jeu, en ce moment, il n'est pas le même que ce que j'avais quand j'étais toute petite parce que maintenant, j'ai vraiment découvert tout le côté professionnel que j'aime beaucoup, tu sais, de cet art-là, donc de m'améliorer en tant que comédienne, d'aller rechercher différentes techniques, différents apprentissages. Je suis une passionnée maintenant, tu sais, de théâtre, de cinéma, de toutes ces formes d'art-là, de la création. Fait que c'est sûr que c'était pas comme ça quand j'avais 5 ans, là. J'étais vraiment dans le plaisir. Ce plaisir-là, je l'ai encore, d'être sur un plateau de tournage puis de jouer, mais c'est comme la transition s'est faite avec les années, que là, ma passion est vraiment pour ça en tant que... Ouais, que forme d'art, que expression artistique, le côté professionnel. Donc, tu pourrais aussi occuper d'autres fonctions. Oui, je pense que oui, ça m'intéresse. C'est ça, il y a quelque chose qui est ouvert, là. Tout à fait. Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton jeu? Ben oui. Je vais te donner une nouvelle fonction pour ouvrir ton jeu. Je t'explique rapidement. Oui. Tu as des questions vertes. Je vais te les donner, là, mais je vais te les présenter, mais tu vas en piger, tu vas les brasser, tu vas en piger 5 que tu vas me donner. OK. Et tu vas en choisir une, je vais en choisir une. OK. Puis les questions très générales, ces questions-là. Les questions jaunes sont assez personnelles, je dirais. OK. Les questions rouges sont très personnelles. OK. C'est rassurant. On a un nouveau niveau depuis déjà quelques semaines, qui est le niveau rose, qui est le niveau Eros. Oh, OK. Alors, on parle de sensualité, de sexualité, mais tu vas voir, tu as beaucoup de choix. OK, parfait. Tu seras pas, de toute façon, Alice, tu as ton joker. J'ai mon joker. Donc, quand tu es tannée que je te pose des sous-questions, tu mets ton joker sur la table et je vais changer de question. Ça te protège, puis moi, ça me permet d'être plus curieuse. Tu comprends? C'est bon. Et ça, c'est une question qu'on se garde pour la fin. C'est OK. une question qui est pas... qui est cute, tu vas voir. Parfait. Alors là, je te donne le niveau vert. Donc, Oui. tu vas les brasser. On les brasse sur la table. Ils sont un peu grosses. Hein? C'est un peu comme si c'était Oui. un jeu de tarot. J'aime ça. Toi, tu as fait quand même plusieurs podcasts, hein? Quelques-uns, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça discuter dans la vie. Je suis une jaseuse. T'aimes ça, mais Ben oui. tu l'as appris jeune aussi. Oui. À forger ton opinion. Comme tu disais, tu vas m'en donner 5. Là, je t'en donne 5. OK. Ouais. Parce que le podcast permet de prendre le temps de C'est ça. répondre aussi, tu sais, C'est ça que de j'aime, développer la réflexion presque en parlant, de faire des liens et d'être écouté aussi. Alors voilà, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel est ton pire défaut? Ouh. Oh là là. OK. Puis là, moi, j'en choisis T'en une. choisis une, puis je vais en choisir une après. OK. Alors, c'est ce qui te rend vulnérable. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel est ton pire défaut? Oh là là. Hey, c'est toutes des bonnes questions. Je pense sur quel trait de caractère j'ai dû travailler. Ah oui, hein? Ouais. Ben, ouais, j'ai dû travailler sur la performance à tout prix. Ouais, c'est-à-dire que je fais de l'anxiété de performance. Puis je suis comme ça depuis que je suis vraiment toute petite. Donc,
ben rapidement, j'ai évolué dans un monde d'adultes en travaillant sur des plateaux de tournage très jeunes. Donc, les exigences étaient les mêmes pour moi en tant qu'enfant que pour des adultes. C'est-à-dire qu'il fallait que je connaisse mon texte, il fallait que je fasse des longues journées, je devais être disciplinée, être prête quand la caméra tourne. Puis, donc, j'ai appris rapidement à mettre de côté un peu des fois mes besoins en tant qu'enfant. Et ensuite de ça, à l'école aussi, j'étais très performante académiquement. Puis toute ma famille est comme ça. Donc, les notes étaient importantes. Vraiment, oui, c'est ça. Puis ça, tu sais, ma famille était comme ça. Là. Ma sœur pétait des scores à l'école. Ma mère aussi. Mon père est dans le milieu de l'éducation. Donc, c'était quelque chose qui était très valorisé, la performance académique. Et puis, j'étais bonne, naturellement, à l'école. C'était quelque chose qui était facile pour moi. Donc, je dirais que ce cocktail-là a fait que jeune, j'étais très performante, naturellement. J'excellais, si on veut, partout. C'était facile. Est-ce que tu te valorisais? Ben oui. Et là, je me valorisais énormément avec ça. Parce que je passais une audition, je l'avais. Je me faisais dire que j'étais bonne sur les plateaux de tournage. Puis là, j'allais à l'école, puis j'avais des A+ partout. Et puis, le fait que j'ai jonglé toute ma vie avec avoir une carrière à temps plein et être à l'école aussi à temps plein faisait que je me faisais tout le temps demander « Hey, comment tu fais? Je sais pas comment tu fais. Tu sais, tu dois tellement être brûlée, tu dois tellement être occupée. » Puis ça me valorisait. Le fait que... Parce que tu pouvais tout faire. Oui. C'est partout où tu regardais, ça allait bien. Exactement, ouais. Puis là, quand ça a commencé à devenir plus difficile, parce que, ben là, je manque plus d'école, académiquement, c'est plus difficile, je dois mettre plus de temps, je dois mettre plus d'efforts. Là, au niveau de ma carrière, ben là, je deviens vraiment consciente que là, j'ai plus de passe-droit, là, je suis plus un enfant. Là, tu sais, quand j'ai commencé à vraiment à être considérée sur les plateaux, tu sais, comme un adulte, puis que là, j'avais l'impression que j'avais des rôles aussi avec plus d'importance, là. Puis que je prenais ça très au sérieux. C'est ça, ça a créé beaucoup d'anxiété chez moi que je n'acceptais pas de ne pas être 100% parfaite tout le temps. Et donc, ça vient des fois avec un espèce de réflexe d'auto-sabotage. Parce que si tu peux pas atteindre la perfection, ben à quoi ça sert de bord d'essayer? Tu sais, c'est comme, si je peux pas avoir 100%, 99%, ça sert à rien. Ça vaut rien. Fait que je suis tombée dans quelque chose de vraiment toxique à ce niveau-là là, quand j'étais au cégep. Et puis, ça m'a menée quand même assez... Dans des moments vraiment difficiles. Là. Puis à 18 ans, là, j'ai commencé à consulter. Puis depuis ce temps-là, je vois une psychologue. Puis je me suis comme... J'ai vraiment, vraiment fait du chemin puis du travail là-dessus. Ces moments difficiles, est-ce que tu t'isolais? Est-ce que tu avais... Ben, j'étais carrément en burn-out. T'étais épuisée? J'étais épuisée. J'étais épuisée de toujours chercher cette perfection-là puis de jamais être satisfaite. Puis en même temps, tu n'as pas d'amis. J'imagine quand tu es comme ça. Est-ce que c'est difficile. C'est difficile parce qu'en même temps, c'est comme si tu avais un doute par rapport à toi-même. Tu doutais de tes propres capacités, ce que tu n'avais jamais douté. Ouais, ben c'est que... En fait, c'est comme si je voyais que ma valeur était seulement dans la performance, dans les résultats. Donc, ma valeur était dans le fait que j'avais 100% dans mon examen, tu sais. Fait que si t'as fait 95... Non, c'est ça. Puis elle était pas non plus dans le fait que j'étais une bonne amie, que j'étais gentille, que j'étais peu importe. Tu voyais pas ça? Non. C'était juste une note ou c'était juste est-ce que j'ai eu cette audition-là ou je l'ai pas eu. Puis
Mais c'est important que tu le dises parce qu'on parle beaucoup d'anxiété de performance. Ouais. Mais c'est rare qu'on rentre dans qu'est-ce que c'est, comment ça arrive, c'est quoi la manifestation. Et là, je trouve que tu décris bien qu'est-ce que c'est exactement. Parce que donc, tu t'es épuisée parce que tu essayais quand même d'atteindre le 100%. Ouais. Puis tu y arrivais pas. Mais des fois, j'y arrivais, mais j'étais pas plus satisfaite. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu veux la performance à tout prix, quand tu l'atteins, c'est plate. Mais c'est jamais assez. Tu sais, c'est comme... Ça t'en prend plus. Ça t'en prend plus. Puis c'est pas réaliste. Fait que tu peux pas t'en sortir si t'en es pas consciente, parce que il y a jamais rien qui va te contenter. Ouais. Si tu touches la perfection, c'est pas ta perfection encore. Exactement. Puis c'est que tu mets de côté tous tes besoins, tu sais. Fait que mes besoins de dormir, de manger, de me reposer, de peu importe, ils n'existent pas, là. Parce que c'est comme si ton cerveau est vraiment une vision très, très, très précise et pointue. Donc, ça prenait de la place dans ta tête. Ben, ça prenait toute la place. Toute la place, complètement, ouais. Donc, tu viens fatiguée. Ouais. Donc, t'es moins performante aussi parce que t'es fatiguée. Ouais. Puis c'est ça, j'étais épuisée, j'étais extrêmement malheureuse. C'était vraiment difficile. Et qui t'a dit de consulter? Est-ce que c'est toi qui as pris la décision? C'est moi qui ai pris la décision, mais vraiment, mon entourage m'a beaucoup encouragée, là. Mais c'est moi qui ai pris la décision parce que c'est ça, j'étais dans ma dernière année au cégep, puis là, je voyais pas comment j'allais me rendre à la fin de l'année, là. Tu sais, j'étais pas capable de me lever pour aller à l'école, là. C'était trop difficile, là. Fait que là, il fallait que je trouve une solution. Puis, c'est que j'ai l'impression on a l'impression quand on va pas bien, que là, on va consulter, puis là, on va mieux. Mais ça se passe pas de même. Parce que quand tu vas vraiment pas bien, quand t'es un peu comme dans une période de crise, puis que tu vas consulter, c'est pas instantané, puis c'est pas facile. Puis au début, ma psy, elle a été très honnête avec moi. Elle a dit, là, en ce moment, t'es en train de te noyer, là, je peux pas t'apprendre à nager. Faut juste que t'arrives à te sortir la tête de l'eau en ce moment. Fait que là, chaque semaine, mes rencontres avec ma psy, c'était juste un peu faire un plan, comment je peux survivre à ma semaine. Puis ensuite de ça, quand là, j'ai sorti des gros facteurs anxiogènes de ma vie, c'est-à-dire que là, j'avais terminé mon cégep, j'avais moins de contrats, puis tout ça. Là, on a pu aller travailler sur changer mes pensées, changer mes réactions. Là, on a vraiment fait le travail de fond. Mais ça prend du temps, puis c'est pas facile. Tu sais, c'est comme... si tu veux qu'un bobo guérisse, là, ben, au début, faut que tu mettes du désinfectant dessus, puis ça brûle, puis ça fait mal. Là. Si tu fais juste mettre un plaster, tu le vois pas, le bobo, tu vas pas le gratter, mais il va moins guérir. T'sais. Il va pas guérir en profondeur. Fait que c'est ça que je pense qui est comme quelque chose qu'on a de la misère à comprendre. Des fois, on se dit « je vais pas bien, je vais aller consulter. » Mais c'est pas instantané. C'est le début d'un cheminement. Oui. Et tu étais jeune, tu es encore jeune, oui. Alice, mais c'est quand même un engagement important à ton âge d'aller consulter et d'entendre ce qu'ils entendent et de le faire. Tu sais, je trouve ça puissant, ce qu'elle t'a dit, je t'apprendrai pas à nager, on va commencer par te sortir la tête de l'eau. Donc, tu avais une responsabilité déjà de dire, il faut que je trouve comment. Je te guide, mais fallait que tu poses les gestes. Et ça a pris combien de temps avant que tu sentes justement que ta tête était sortie de l'eau? Plusieurs mois. C'est parce que avec l'anxiété, puis c'est tes pensées qu'il faut que tu apprennes à changer ou en fait que tu apprends à reconnaître que tes pensées, tu peux pas tout le temps les croire. Donc, tu dois un peu là, t'amener des nouvelles pensées qui vont comme venir contrebalancer les pensées que tu as naturellement qui te viennent dans ta tête. Mais au début, là, quand ma psy, elle me disait les pensées que tu as dans ta tête toute la journée, là, tu peux pas les écouter ou tu peux pas les croire, je la croyais pas, elle. Moi, les pensées que j'avais dans ma tête là, qui me disaient qu'il fallait absolument que j'aie un 100% parce que sinon, je valais rien, j'y croyais dur comme fer, puis je pensais que c'était elle qui se trompait.
sais, moi, je pensais que moi, j'avais compris la vie, là. Puis que... donc, je voulais aller mieux, mais je voulais pas changer ma manière de faire les choses parce que ça voulait dire que j'allais arrêter d'être performante. Et tu étais valorisée par ça. Et j'étais valorisée par ça, fait que ça me faisait peur. Si tu me dis, ben là, faudrait que tu te reposes, tu peux pas passer une nuit blanche à faire ton travail d'école. Hey! Ben, c'était dramatique, là. Parce que si je passe pas la nuit blanche à faire mon travail d'école, puis que j'ai juste 80%, c'est inconcevable pour moi. Inconcevable. Fait que j'étais vraiment... Je résistais énormément. Là. Fait que ça, c'est long. Parce que là, tu te fais dire au début des choses que maintenant, moi, je dis à tout le monde, tu sais, de comme ta valeur est pas dans les résultats, tu sais. Mais ça, je me disais... Les gens qui disent que la valeur n'est pas dans les résultats, c'est parce qu'ils sont pas assez bons. Mais c'est ça, tu sais, on a reçu dans le Marc Club, c'est une plateforme qu'on a, une plateforme payante. Et on a reçu Serge Marquis, qui est un médecin en médecine communautaire et qui écrit un livre qui s'appelle Pensouillard le hamster. C'est un livre qui a été en plusieurs éditions, qui a été traduit en plusieurs langues à travers le monde. Et lui s'est intéressé au burn-out en milieu professionnel. Puis il s'est rendu compte que les pensées, il s'est mis à avoir l'anxiété de performance, le pouvoir des pensées, à quel point ça avait une influence sur comment ton corps gérait ça aussi, sur le doute qui s'installe en toi, sur le regard des autres que tu sais pas, tu sais, que tu n'analyses plus de la bonne manière et que ça peut s'écrouler. Il y a vraiment une période de fragilité. Puis ce livre-là, si tu ne l'as pas lu, je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Pensouillard, là, ça, c'est vraiment un petit livre que tu peux garder sur ta table de chevet. Mais ce que tu racontes, c'est tellement ça. Comment arriver à changer un schéma de pensée avec lequel tu as grandi, qui a toujours répondu. Ça a toujours bien été pour toi de penser comme ça. Donc, on peut y arriver. Parce que tu y es arrivé. Oui, totalement. Puis je veux dire, je pense que je vais devoir travailler là-dessus toute ma vie, j'ai l'impression, là. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Bon, beaucoup en lien avec l'anxiété de performance, mais, tu sais, moi, j'ai accepté que je suis une personne anxieuse. Tu sais, je vais faire de l'anxiété toute ma vie. C'est correct. Je suis en paix avec ça parce que je suis capable maintenant de voir que c'est quelque chose qui m'accompagne, mais que ça n'a pas à prendre toute la place dans ma vie. Ça ne prend plus toute la place dans ma vie, l'anxiété. Mais c'est comme, ça va être avec moi, puis des fois, ça se pointe un petit peu plus, puis des fois, c'est vraiment plus tranquille dans un petit coin. Mais l'objectif, je pense, c'est de développer assez d'outils pour que maintenant, ça ne me fait plus peur. Si je vois que j'ai des périodes où est-ce que je deviens plus anxieuse, j'ai pas l'impression que je vais me laisser complètement envahir par l'anxiété. Je sais comment plus le gérer, puis le contrôler, puis vivre avec. Ça, c'est beau d'entendre ça. Pour quelqu'un d'aussi jeune que toi, d'avoir fait ce travail-là, puis d'être consciente aussi que c'est pas fini. Ouais. C'est quelque chose qui va te suivre. Ouais. Tu sais, Annie Lupien, qui est spécialiste du stress, elle dit toujours, le stress, c'est le mammouth devant soi, l'anxiété, c'est le mammouth dedans soi. Que personne d'autre ne voit. Ouais. Donc, des fois, c'est dur pour les autres de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais je trouve que plus qu'on en parle, plus qu'on se rend compte qu'on peut être anxieux et des gens aussi, puis d'avoir une ouverture d'esprit aussi face aux gens anxieux. Oui. Des fois, on peut juger, dire, pourquoi tu t'énerves pour rien, arrête ça. Mais ça s'arrête pas comme ça. Non, c'est ça. Et puis, tu sais, il y a une grande différence entre le stress et l'anxiété. Fait que j'ai l'impression que des fois, le trouble anxieux, les gens le comprennent mal parce que tout le monde vit du stress. Fait que si t'es pas quelqu'un d'anxieux, mais que dans ta vie, tu vis du stress, c'est un peu ça, ta perception de l'anxiété. C'est quelqu'un qui est pas capable de gérer son stress, mais c'est pas la même chose. Pas la même affaire, non. Oui. C'est ça, fait que c'est important de le dire. Alors voilà la question que moi, je vais prendre à tant de minutes. Vas-y. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Ben, c'est intéressant que tu choisisses ça parce que je l'ai vu puis je me disais,
que je m'embarque là-dedans, tu sais? Parce que c'est quelque chose qui est un énorme défi dans ma vie. L'anxiété. Ça touche... pas l'anxiété. Ben oui. L'amitié, ça te rend anxieuse. Ben, il y a un lien. Il y a un lien, en tout cas, c'est certain. Oui, l'amitié, dans ma vie, ça n'a jamais été facile. Jamais. C'est comme un des grands défis de ma vie. Je pense que ça vient du fait que j'étais quand même assez isolée là, en tant qu'enfant parce que, bon, je manquais beaucoup d'école. Donc, c'était difficile pour moi de créer des liens avec les enfants de mon âge. Je devenais amie avec des adultes sur les plateaux. Puis après ça, ben, j'arrivais dans ma classe de primaire, puis les enfants de mon âge ne comprenaient pas, tu sais, qu'est-ce que moi je vivais, qu'est-ce que moi j'avais vécu. Fait qu'il y avait vraiment comme une déconnexion. Quand les enfants te voyaient sur le grand écran, à la télé, j'imagine que ça te met dans une catégorie à part aussi. Ouais, quand même. Tu sais, il y a quelque chose qu'on connaît pas, il y a quelque chose de mystérieux, puis t'es reconnu aussi, j'imagine, à un moment donné. Ouais. J'ai quand même été chanceuse à ce niveau-là, là, c'est-à-dire que dans, tu sais, mon école primaire, même mon école secondaire, j'ai pas vraiment été niaisée ou mise à l'écart pour ça. C'est vraiment plus... J'ai été mise à l'écart de manière un peu involontaire puis circonstancielle. Parce que tu n'étais pas assez présente. Parce que j'étais pas assez présente. Tu peux pas tisser les liens Exactement. Que les autres se sont tissés entre eux. Exactement, mais c'est ça, c'était pas des enfants méchants qui voulaient Non, m'isoler. mais c'est parce que des fois, tu sais, veux pas, tu as comme un petit statut particulier des fois, ça veut pas dérange. dire mais il y a une différence. Oui. Il y a quelque chose qui est Tout à pas fait. pareil. Donc, Tout à fait. Ouais. t'es un petit peu ailleurs, sans que ça soit conflictuel, mais donc, Ouais. pour toi, c'est pas si facile d'aller vers l'autre non plus. C'est pas facile d'aller vers l'autre, puis c'est quelque chose qui est fragile dans ma tête, l'amitié. C'est-à-dire que quand je développe des liens d'amitié avec quelqu'un, j'ai tout le temps vraiment peur de perdre la personne. J'ai eu beaucoup d'amitiés très fortes qui se sont terminées. Ça a été quelque chose un challenge récurrent dans ma vie de perdre des amitiés, de faire des deuils d'amitié, d'essayer de comme reconstruire ces relations-là. Parce que, je pense que justement, je suis quelqu'un qui, pour qui c'est assez fragile, c'est rare que je me sens vraiment proche de quelqu'un. Fait que ça fait que je suis très intense puis je m'accroche beaucoup à ces personnes-là. Et donc, des fois, je pense que je me suis accrochée trop vite à des personnes qui n'étaient pas prêtes à me donner en retour qu'est-ce que moi, je donnais. Puis tu sais, on parle beaucoup de ça souvent dans des relations amoureuses, mais moi, je l'ai vraiment vécu avec des relations d'amitié. Puis je me considère chanceuse parce qu'en ce moment... J'ai vraiment l'impression que j'ai des bonnes personnes dans ma vie. Je me sens sécure dans mes relations d'amitié. Mais en général, c'est quelque chose qui me rend insécure, beaucoup. Tu sembles exigeante en amitié. Oui. Mais c'est parce que je donne beaucoup. C'est ça. Tu donnes beaucoup, peut-être plus que ce que l'autre pourrait s'attendre. Des fois, ouais. Et t'attends ça en retour. Ouais, c'est ça. Puis, donc, ça prend de la disponibilité et un engagement certain, là. Ouais, puis je pense que à l'adolescence, c'est difficile parce que tout le monde est tellement centré sur eux-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est pas... c'est inconscient. Mm-hmm. T'es pas égoïste parce que t'es une mauvaise personne ou parce que... C'est juste que t'as pas le temps de penser aux autres. Mais t'apprends à te connaître aussi, tu sais. Tu te construis là, comme adulte à en devenir. Là. Exactement. Fait que je pense que moi, rapidement, j'ai comme exigé
je me suis attendue, en fait, à ce que les gens soient très... aient comme une maturité émotionnelle que les gens n'ont pas là, à 15-16 ans, que j'avais pas moi non plus, il faut dire. Mais sauf que quand tu étais avec les adultes sur les plateaux, c'est comme si tu devenais plus près de l'adulte que de l'ado. Oui, j'avais des modèles relationnels très différents dans les relations de travail, mais les relations d'amitié aussi qui se créent sur des plateaux de tournage. Et moi, c'est dans ces contextes-là que je passais tout mon temps. Donc, ouais, ça a été quelque chose qui m'a rendu, qui me rend encore insécure. Fait que l'amitié prend une place importante dans ma vie, mais c'est comme un dossier... un dossier fragile, oui. Mais as-tu une adolescence quand même semblable aux autres? Avec une espèce de capacité d'émerveillement, aussi que tout est possible. Je pense que oui et non. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'étapes à l'adolescence que j'ai vécues en même temps que tout le monde, là. Mais mon quotidien n'était pas normal. Donc, comment j'ai vécu ces étapes-là, peut-être c'est fait différemment. C'est-à-dire que, c'est ça, j'étais pas beaucoup à l'école. Fait que tous les moments de gang, tous les projets scolaires, aller chiller au parc après l'école, faire le party la fin de semaine, tout ça, j'avais pas tout le temps accès à ces affaires-là. Et puis, j'ai terminé mon secondaire en faisant l'école à la maison. Donc, secondaire 4-5, qui sont des années tellement formatrices. Ouais. Ça, je les ai vécues seule chez moi. Fait que non, j'ai pas vécu une adolescente 100% normale. Puis aussi, c'est que moi, je me mettais beaucoup de limites, là. C'est-à-dire que c'était très important pour moi d'être professionnelle dans mon métier. Et puis, ça faisait que je voulais rien faire d'illégal ou de dangereux ou de, tu sais, fait que je suis pas sortie dans un bar avant d'avoir 18 ans. Quand mes amis, tu sais, se saoulaient dans les parties, moi, ça me faisait vraiment peur parce que j'avais peur après ça de marcher dans la rue, de me faire reconnaître. Oui, parce que tu avais une réputation à maintenir. Ouais. Mais tu sais, en bonne élève. Bonne élève, oui, c'est ça. Tu es, ça accaparait tes pensées aussi, ça. Exactement. T'étais pas dans l'abandon, là. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça, toutes ces affaires-là, un peu d'adolescence, oui, il n'y a pas de lendemain. Mentir à ses parents, briser les règles, tout ça, ça me faisait vraiment peur. Ouais. Et ça, est-ce que ça t'a manqué? Tu sais, quand tu y repenses avec le recul de... Tu sais, une période d'insouciance, là. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de ça qui est ma personnalité aussi, là. Tu sais, il y a personne qui me forçait à Parce être comme ça. Parce que t'aimes quand c'est contrôlé aussi autour de toi. Oui, je suis quelqu'un qui est très bien dans un cadre, un ordre. C'est très important pour moi, les règles, puis bien faire les choses. Quand l'adolescence, on n'en veut pas de règles. Ouais. Donc, c'est confrontant aussi, cet aspect-là. Oui, tout à fait. Puis ça, il y avait un grand clash avec mes amis, justement, là, qui étaient comme... qu'eux vivaient leur adolescence à 100%. Donc, toi, l'autorité, t'acceptes ça? Oui, c'est vraiment important pour moi. J'ai comme... comment dire? J'ai tout le temps cette... Encore maintenant, là, à 25 ans, j'ai cette peur-là de me faire chicaner. Tu sais, un peu de comme me faire amener au bureau du directeur. Là. Je suis encore comme ça à 25 ans. T'es allé combien de fois dans le bureau du directeur? Eh mon Dieu. 1 ou 2 fois. Parce que j'avais un professeur au secondaire avec qui j'entrais vraiment ouvertement en conflit. Parce que, bon, il y a l'autorité, mais dans la vie, j'ai un grand besoin de justice. Et quand j'ai l'impression qu'il y a une injustice
je me sens forcée de l'exprimer. Donc, j'ai fait ça au secondaire avec un professeur. Tu es fière de ça, d'avoir tenu ton bout? Oui, quand même. Bon, oui, c'est ça. Ça fait partie de qui je suis. J'ai toujours été comme ça. Donc, pour moi, c'était comme... c'est la suite logique. Là. Je peux pas laisser passer des situations d'injustice. J'accepte pas ça. C'est beau. Moi, j'aime ça. Je trouve... Ben, c'est encore une fois émettre une opinion. Mm-hmm. C'est la documenter, c'est la manifester. Parce qu'avoir... dire, j'ai de la misère à avoir les injustices, mais si tu les dénonces pas, ça reste en dedans, tu sais. Ouais. Ou t'en parles à des gens qui pourront jamais rien changer. Ouais. Mais d'aller voir la personne qui peut changer ou encore te faire rappeler à l'ordre, mais ça te permet d'exprimer quelque chose. Ouais. C'est salvateur. C'est quand même... Moi, je trouve ça intéressant d'entendre ça. Aujourd'hui, t'as quelques amis quand même, là. Oui, c'est ça. Je trouve que mais quand on est ton ami... faut être présent. Oui, puis je pense que je suis... tu sais, c'est sûr, je pense que je suis quelqu'un qui vient avec du bagage. Tout le monde vient avec son bagage, là, tu me diras, mais c'est dur pour moi de rester en surface. J'ai pas beaucoup d'amitié de surface. On dirait que pour moi, c'est un peu une perte de temps. Ça m'intéresse pas de passer des soirées avec des gens pour juste discuter un peu de tout et de rien. Là. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment comme une connexion. Donc, j'ai peu d'amis parce que c'est ça, j'entretiens pas des liens artificiels. Mais les amis que j'ai, c'est vraiment un lien qui est profond. C'est des gens en qui je fais confiance. J'ai l'impression que je peux être 100% moi-même, transparente et qui vont m'accueillir là-dedans, que j'ai pas besoin de cacher certains aspects de qui je suis. Mais ça, c'est pas... Parce que, tu sais, des fois, on est beaucoup dans la quantité d'amis aussi. Il y a comme quasiment une performance dans le réseau qu'on développe. Ouais. Puis, ce que tu dis, c'est sûr que ça fait écho chez plusieurs. Mm-hmm. Regarde, je suis correcte. On n'a pas besoin d'avoir un clan d'amis. Mais c'est un apprentissage à faire. Oui, parce que c'est pas l'image qu'on voit. C'est pas les images qu'on voit. Exact. Puis, tu sais, moi, quelque chose qui, mettons... qui a été difficile pour moi pendant longtemps. Puis des fois, j'ai encore des moments où je trouve ça difficile. J'ai toujours rêvé, moi, d'avoir une gang d'amis. Tu sais, dans Friends, dans toutes ces émissions-là, sont une gang d'amis. Ils arrivent chez un, chez l'autre. Ils passent tout leur temps ensemble. Puis il y a eu des gens dans ma vie que moi, j'ai été témoin de ça. J'ai été témoin du fait qu'eux, ils ont des gangs d'amis. Mais moi, j'ai toujours eu des amitiés individuelles. Et j'ai toujours été vraiment jalouse des gens qui sont capables d'avoir un groupe, là, un cercle. Mais ça, c'est ça. Ça a été un apprentissage pour moi de comprendre que peut-être que je suis pas bien non plus, moi, dans des contextes de gang. J'en ai eu quelques fois, mais ça a été de courte durée. Ça fonctionnait pas. J'étais pas bien dans un environnement comme ça. Mais tu sais, quand on va rapidement en profondeur, c'est plus difficile le contexte de gang. Ouais. Parce que en gang, des fois, il y a plus de moments de légèreté. Tu sais, quand tout le monde est ensemble, c'est moins des moments individuels. Mais tu pourras jouer peut-être quelque chose qui ressemble à Friends. Oui, peut-être. T'auras ta gang. Ma gang sur un plateau tournant. Mais je t'écoute parler, j'ai une de mes filles qui te ressemble beaucoup dans tout ce que tu dis depuis tantôt. Tu sais, cette espèce de notion de profondeur, parce que t'es jeune, on s'attend moins à ça d'une jeune femme de 25 ans. Ouais. Mais c'est ça, pareil, puis t'as toujours été de même. Tu le disais tantôt, tout petite autour de ta table de cuisine. Oui. C'était déjà ça, tu sais. Non, moi, je trouve ça... Tu fais bien d'en parler, parce que je te dis, l'amitié, on dirait qu'on est complexé par rapport à ça. Oui. Moi, je le sens que je suis complexée par rapport à ça, puis que je l'ai été toute ma vie. Oui. Et là, tu viens d'en parler ouvertement. Ben oui. Tes amis qui vont écouter vont se trouver, j'imagine, privilégiés d'être dans ton cercle proche. Ben, c'est gentil, mais tu sais, moi, si je pense à ces personnes-là, moi, je me sens privilégiée. De les avoir. Oui. Je vais te donner le niveau jaune. Tu vas les brasser. Tu vas en piger 4. Okay. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une encore. OK. Dans ce niveau-là. Parfait. 4, c'est mon chiffre chanceux. Ah bon? Ça fait depuis longtemps? Voilà.
Oui, toujours. C'est comme le chiffre de chanceux dans ma famille. Toute ma famille, on a ce chiffre-là. Puis vous êtes 4. On est 4. As-tu des regrets? Quelle est ta définition de l'anxiété? Quel type d'amoureuse es-tu? Oh! Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? OK. Ça, tu comprends, on vient plus personnel Oui. Non, je pourrais pas poser ces questions-là à tout le monde. Là. Non, je comprends. Ben tiens, mon rapport avec les réseaux sociaux. Oui. Ben parce que je trouve qu'on a tendance à beaucoup blâmer les réseaux sociaux. On en parle de manière très négative. Mais moi, j'ai grandi avec un peu l'arrivée des réseaux sociaux, là. C'est-à-dire que j'ai eu un compte Facebook en 6e année. Là, c'est ça. C'est pas pareil que toi, j'imagine. Non. Mais j'ai grandi avec les réseaux sociaux, puis je pense que ça m'a permis de voir énormément de côtés positifs. C'est drôle parce que, justement, tu sais, le fait qu'on parlait que, bon, moi, à l'adolescence, j'étais plus isolée, j'ai vraiment trouvé un sentiment de communauté grâce aux réseaux sociaux à l'adolescence. Donc, dans ces moments-là où j'étais très isolée, que je faisais l'école chez moi, que j'avais l'impression que j'avais de la misère à connecter avec les gens de mon âge, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment aidée à me sentir moins seule. Puis c'est pas nécessairement parce que je me faisais comme des amis sur les réseaux sociaux. Mais tu voyais des choses, tu voyais la vie des autres aussi défiler. Oui, puis mais je pense aussi que ça te permet de voir plus que juste ta petite vie, ton entourage. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait plein des gens comme moi, tu sais. Qui avaient 16 ans puis qui se sentaient tout seuls dans leur chambre puis que leurs intérêts correspondaient pas aux intérêts de leurs amis ou peu importe. Fait que ça m'a vraiment ouvert... ça m'a aidée à me sentir vraiment moins seule. Puis ça a été déterminant aussi pour plein de choses qui sont extrêmement importantes pour moi aujourd'hui. Moi, mettons, j'ai appris c'était quoi le féminisme là, sur les réseaux sociaux. À l'adolescence, c'est là que j'ai été exposée à ça. Avant ça, j'en entendais pas parler autour de moi, on n'en parlait pas à l'école. Mais j'avais 15 ans peut-être, puis j'ai commencé à avoir des affaires circuler sur les réseaux sociaux par rapport à ça, puis je me suis informée, puis c'est tellement riche au niveau de l'apprentissage, au niveau des ressources. Donc... moi, dans des moments importants dans ma vie, là, ça a été déterminant le fait que je puisse passer des heures dans ma chambre sur mon ordi. Ça t'a sorti de ton isolement. Vraiment. Puis ça a comme beaucoup forgé de la personne que je suis aujourd'hui. Puis ensuite de ça, de manière aussi professionnelle, moi, ça m'a permis de m'exprimer puis de plus avoir mon mot à dire sur le genre de carrière que je voulais avoir, je pense. Parce que j'ai été chanceuse. J'ai fait des émissions jeunesse à l'adolescence. Donc, ça a fait que j'ai été suivie rapidement par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parce que les jeunes sont un public très fidèle. Oui, puis toute ta vie, ils vont te suivre. Hein? On se souvient de ceux qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, toute notre vie. Ça fait pas comme Claude Legault, quand il dit ils ont fait des choses jeunesse, puis ça a marqué une génération. Et ça, j'ai eu cette chance-là d'avoir un public qui était un peu à ma portée parce que tu as un contact direct avec ton public grâce aux réseaux sociaux. Et donc, quand j'ai décidé que, OK, ben j'aime mon métier de comédienne, mais je trouve ça important pour moi de aussi m'exprimer en tant qu'Alice, hein, pas juste être un personnage. J'ai des choses à dire, puis je veux connecter avec ce public-là. Ben, j'ai pas eu à cogner à la porte d'un média traditionnel ou une compagnie de production puis dire « Salut, j'aimerais ça être chroniqueuse » ou « J'aimerais ça avoir mon émission » ou peu importe. Je l'ai créé, ça, tu sais. Fait que j'ai créé ma chaîne YouTube. Puis j'ai décidé que j'allais moi-même, tu sais, m'autoproduire un peu comme tu fais, en fait, là. Mais ça, les réseaux sociaux permettent ça. Tellement, oui. Et
Fait qu'encore maintenant, moi, je trouve que c'est une énorme richesse, un grand privilège. Une liberté. Une liberté totale. Et qu'est-ce que tu voulais t'en dire déjà? Ben, je voulais... On en a parlé au début de notre discussion. Tu sais, j'ai toujours été encouragée à exprimer mon opinion. Puis, je me suis souvent fait dire que j'étais trop jeune pour le faire, tu sais. J'avais l'impression, moi, j'avais une grande frustration à l'adolescence. J'avais l'impression qu'on prenait pas les jeunes au sérieux. Quand les jeunes s'expriment sur un enjeu de société, un enjeu politique, qui ont une opinion. Tu sais, même dans ta micro-société, là, fait que même à l'école, on parlait d'injustice tantôt, mais j'avais l'impression des fois qu'on n'était pas écoutés face à notre direction, à nos professeurs. Puis moi, ça me dérangeait, le fait qu'on n'écoutait pas les jeunes. Et donc, moi, à 17-18 ans, je trouvais que je l'avais pas, moi, cette place-là pour exprimer. Je me faisais pas inviter dans des émissions de radio pour commenter l'actualité ou pour parler des sujets qui m'intéressaient. Mais j'avais le goût de me mobiliser pour parler d'environnement, pour parler de féminisme, de toutes ces causes-là qui me tiennent à cœur. Donc, j'ai décidé de le faire par moi-même. Puis je me disais, ben, si les gens sont intéressés, ils vont me regarder. Puis s'ils sont pas intéressés, il y a d'autres mondes sur YouTube qui peuvent regarder. Est-ce que les gens étaient intéressés? Mais quand même! Ah oui, T'as quand fait une même! petite blague parce que oui, je le sais que les gens étaient intéressés par tes propos. Et là, ça résonnait. Je veux dire, tu te crées aussi... tu as un lieu d'échange aussi. Oui, ça permet aux autres de réagir. Tu sais, les propos, des fois, les gens sont pas d'accord, mais de susciter des réactions, ça permet de se positionner. C'est toujours gagnant de faire ça. Exactement. Puis ça a fait aussi que j'ai eu des opportunités pour, après ça, avoir des contrats professionnels où est-ce qu'on me demandait de partager mon opinion, où est-ce qu'on m'encourageait à utiliser cette voie-là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait ça au début de mon âge adulte. Oui, mais tu vois que tu as du guts. Tu sais, tu dis je le fais, tu sais, parce que c'est pas pour démontrer un nouveau produit ou quelque chose comme ça, c'est ta propre porte-parole. Ouais. C'est tes idées qui servent comme influence, tu sais, c'est autre chose quand même, ça part de toi, de tes convictions personnelles. Oui, totalement. Puis c'est une façon aussi, pour moi, quand je m'autoproduisais, ben j'avais le contrôle créatif aussi, là. Donc, j'ai toujours été intéressée par la scénarisation, la réalisation. Puis là, je me suis appris moi-même à faire du montage, à tourner des vidéos, l'éclairage, le son. Fait que j'ai l'impression aussi que ça m'a comme... Je suis devenue un peu autodidacte. Puis ça aussi, ça m'a amené d'autres opportunités après, là, pour... ça a amené des cordes à mon arc, là. Oui, puis c'est vrai que ton nom, on dirait que ça s'est approfondi. C'est quand on entendait ton nom, il y a quelque chose qui venait avec aussi. Un contenu qui n'était pas, comme tu disais tantôt, un rôle, mais on comprenait qui tu étais, puis on comprenait que tu es une fille qui dit ce qu'il pense et qui réfléchit aussi avant de parler. Oui, mais je trouve que toi, t'es un parfait exemple que ça. C'est-à-dire que quand j'ai été invitée sur ton plateau, c'était pas pour parler d'un de mes projets de comédienne. Non, pas du tout. C'était pour parler d'un autre sujet parce que tu voulais connaître mon opinion sur ça. Puis ensuite de ça, le fait que je me suis exprimée sur ton plateau a fait qu'après ça, j'ai été approchée pour faire un projet de balado sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, c'était pas Alice la comédienne qu'on allait chercher. C'est ça que je voulais quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, puis ça me sert encore aujourd'hui. Ben, tu sais, moi, j'étais une jeune en politique à qui le parti dans lequel j'étais à l'époque permettait vraiment aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer les enjeux qui les habitaient, qui n'étaient pas les mêmes que les générations d'avant. Et
pour moi, ça a changé ma vie, ça. Ouais. D'être entendu et de comprendre que, comme citoyen, citoyenne, tu peux changer quelque chose. Ouais. Mais va à la bonne place. Fais ce qu'il faut. Ça, faut que tu le fasses. Faut que tu assumes aussi que tu as des responsabilités. Et j'aime voir des jeunes comme toi, entre autres, qui vont prendre la parole parce que maintenant, comme tu l'as très bien exprimé, on n'est plus obligé de faire partie d'une organisation pour s'exprimer. Les réseaux sociaux permettent de créer notre propre chaîne, on a nos propres réseaux à notre couleur, à nous, et on est notre propre porte-parole. Et de voir des jeunes qui s'élèvent puis qui donnent leur opinion sur différents enjeux, ben on a tout intérêt à donner la parole parce que c'est ça une société. C'est des enjeux différents. Des fois, on se comprend pas, mais il faut se parler. Oui. Des fois, quand on va blâmer la génération avant soi, mais est-ce qu'on peut se parler pour comprendre comment la génération a vécu? Et tu fais partie de ça. Donc, moi, je suis vraiment contente. Et je pense que c'était quasiment la première émission de Marie-Claude, la première tablée où je voulais vraiment que tu sois pour donner ton opinion. Il y avait quelque chose là-dedans qui était généreuse, évidemment. Tu étais à fond. Peut-être qu'on reparlera de ce sujet-là dans les prochaines questions, mais c'était senti, ton opinion. Oui. Alors, bravo au nom des jeunes. Non, mais c'est important. Tu sais, moi, j'ai connu ça jeune, donner mon opinion. Oui. Puis ça a changé le parcours de ma vie. Puis de dire, OK, si on n'est pas d'accord, on peut le dire. Si on est d'accord, on peut le dire. Mais quand il y a une injustice, on ne peut pas retenir ça. Faut aller là où on peut changer les choses si ça vient nous atteindre. Tu sais, puis ça peut être à n'importe quel niveau. Ouais. Hein. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se sont jamais impliqués de leur vie. Ils ont un enfant qui arrive avec une différence. Ouais. Et tout d'un coup, ça change leur vie. Et ils ont envie d'aller rejoindre d'autres parents qui vivent la même situation. Et ensemble, ils vont mettre en place des choses pour aider. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de construire quelque chose que tu n'as jamais pensé faire. Mais tu sentais qu'il y avait de quoi changer. Et ça, j'admire. Ça arrive dans les parents qui accompagnent les enfants au sport. Finalement, ils deviennent entraîneurs. Tu sais, je trouve ça beau, ça. Oui, tout à fait. Fait que toi, tu as déjà c'est déjà là en toi. Oui, puis c'est quelque chose que je veux encourager les jeunes à faire. Et tu le fais, en tout cas. J'imagine que tu as beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Oui, c'est ça. J'ai une belle relation, j'ai l'impression, avec le public qui me suit sur les réseaux sociaux. Là. Quel type d'amoureuse es-tu? Je suis... Je sais pas. Je sais pas. Ben, je pense que je suis très, très, très... Je suis pas vraiment dans la zone grise, moi, dans la vie. Là. Je suis all-in ou all-out, hein, comme on dit. Là. Donc, c'est dans tous les aspects de ma vie. Mais, ouais, donc, en amour, je pense que je suis très... très impliquée, très... je donne beaucoup. C'est ça. J'aime ça, les relations en profondeur. Encore une fois, j'aime pas ça, les relations en surface. Fait que c'est important pour moi de donner mon temps, mon énergie. Ouais. Je suis très fidèle, je suis très... Est-ce que tu as tendance à être fusionnelle? Quand même. Mon indépendance est très importante pour moi. Fait que je m'attends aussi à ce que mon partenaire ait son indépendance. Mais oui, tu sais, moi, passer du temps juste chez moi avec mon partenaire, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Fait que oui, je suis fusionnelle dans ce sens-là, là, que j'ai pas besoin d'aller faire des activités tout le temps ou de juste passer du temps avec la personne, c'est assez, tu sais. Qu'est-ce que t'offres? Qu'est-ce que tu as à offrir à un amoureux?
Mon Dieu, on dirait que je me suis jamais posé ces questions-là. C'est drôle, hein? Parce que souvent, on se pose la question inverse. Oui. Qu'est-ce que j'ai besoin? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous, on offre? Des fois, c'est intéressant de mettre le miroir devant soi. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Quand je dis que je suis fidèle, c'est vraiment que je priorise la personne. Donc... La personne existe. Ouais. Puis je vais, tu sais, je pense que je vais faire beaucoup d'efforts, beaucoup de... Mais t'es comme dans la vie, tu t'impliques. Oui, je suis impliquée. Ça, c'est certain. C'est certain. Fait que, mais on dirait que c'est difficile. C'est difficile de savoir. Je le sais même pas. Je sais pas Est-ce vraiment. que ça, tantôt, tu disais que les amitiés, c'est quelque chose pour toi qui est complexe? Ouais. Est-ce que c'est aussi comme ça dans tes amours? Ben, c'est un peu... C'est quand même particulier parce que j'ai été en couple pendant plus de 7 ans. Fait que j'ai été avec la même personne de 16 à 23, 24, ouais, 17 à 23, 24, genre. Donc, une grande partie là, de mon adolescence puis de ma vie adulte s'est faite en couple avec une personne, tu sais. Fait que ça fait pas longtemps qu'en tant qu'adulte, j'explore un peu qui je suis dans le domaine amoureux. C'est-à-dire que je sais c'est qui Alice en couple, qui s'investit dans une relation à long terme, tu sais. Mais je suis vraiment dans une période de ma vie où je dois justement redéfinir qu'est-ce que je veux. Puis quel genre de relation me convient, qu'est-ce que je recherche. Puis étant donné que je passe beaucoup de temps pour apprendre à me connaître moi seule, j'ai pas passé beaucoup de temps à me questionner sur qu'est-ce que je recherchais des autres. Fait que je suis comme encore vraiment en apprentissage. Mais je comprends. Dans le fond, être célibataire, Ouais. c'est pas quelque chose que tu as beaucoup connu jusqu'à maintenant. Non, ouais. C'est assez nouveau pour moi. C'est sécurisant pour toi, une relation amoureuse? Oui. C'est encadrant? Ouais, c'est ça. C'est quand je dis que je suis bien dans quelque chose de stable, dans un cadre. Donc là, quand t'es seule, le cadre il est moins bien défini quand même. Oui, mais je dirais que je suis vraiment contente de goûter à cette liberté-là. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un, je me connais bien. Avec toute la thérapie que j'ai faite. Mais là, j'apprends à me connaître d'une autre manière. Et qu'est-ce que tu découvres? Ben, je découvre que je suis plus... j'ai plus besoin de spontanéité que ce que je pensais. C'est-à-dire que... c'est ça, j'ai toujours été, bon, ouais, moi, j'aime ça faire des plans, puis savoir où je m'en vais, puis un horaire, puis que tout soit bien prêt à l'avance. Mais je prends beaucoup plaisir maintenant à me faire surprendre par la vie. Puis ça, c'est nouveau. Ça s'appelle un lâcher-prise. J'imagine. Oui. T'acceptes. Hey, mais ça, ça change une vie, là. Ouais. Quand on accepte ça, alors qu'on a toujours été en contrôle. Exact. Fait que cette perte de contrôle-là, un peu de me ramasser seule après toute ma vie à jamais... Tu sais, j'avais jamais... T'as jamais été seule, dans le fond, Jamais été toi? seule. Tu sais, du moment où je suis partie de chez mes parents, j'ai pas habité seule, j'ai pas... j'ai pas été... J'ai pas eu à juste penser à moi, tu sais. Non, fait que c'est ça, je découvre plein de choses, puis
je trouve ça vraiment bien que je puisse. C'est un passage comme nécessaire presque dans ta vie. Ouais, tout à fait. Mais t'es ouverte toujours à trouver l'amour? Oui. Je pense que à la base, je suis quand même vraiment une romantique. J'ai toujours été comme ça, là. Tu sais, je rêve au grand amour. Est-ce que tu rêves au prince charmant? Ben, je pense quand même que je suis plus réaliste que ça. Mais non, mais c'est-à-dire que... Mais il y a quelque chose de beau d'en croire à ça aussi. Oui, puis moi, mes parents sont ensemble depuis 30 ans. J'ai comme tellement un beau modèle de relation qui fonctionne, qui a tellement d'amour. Mes parents, ils s'aiment, là, puis ils nous le démontrent qu'ils s'aiment, puis ils choisissent encore aujourd'hui d'être ensemble, puis ils ont des projets, puis ils sont vraiment amoureux. Fait que moi, je sais que ça se peut, puis que ça existe, puis j'aime ça y croire, puis je suis quelqu'un que j'ai besoin de romance et je recherche ça, là, tu sais, je suis quétaine là, sur ces affaires-là. Puis les affaires que des fois, les gens ils trouvent tu sais, des fleurs, puis des surprises, puis des petits soupers au restaurant, puis des affaires. Non, moi, je capote. Là. Tu sais, là-dessus, je suis traditionnelle. Là. C'est-à-dire que moi, je veux me marier. Là. Puis je veux la demande en mariage à genoux. Puis je veux... À tes parents, genre? Ben, mes parents sont pas mariés, en plus. OK. Parce que, tu sais, le grand classique, je pense, c'est l'homme qui le fait au père. Oui, ben, ça, je sais pas. Là, mais t'es comme dans cette, quand même dans cette mouvance-là. Donc, on officialise ça comme il faut. Oui. Moi, c'est ça. Tes parents sont pas mariés. Mes parents sont même pas mariés. Fait que je sais pas d'où ça me vient, mais j'ai comme, tu sais, cette idée-là traditionnelle un peu, là, le mariage, la maison, les enfants. J'ai toujours été là-dedans. Là, puis fait que les films d'amour, les romans, tout ce qui est dans la romance là, que les gens des fois trouvent quétaine, là, ben toute ma vie j'ai trippé là-dessus. Et moi, je veux ça pour moi. Je te souhaite ça. Mais ça va avec tout ce que tu dis, là. Il y a vraiment... c'est ta personnalité. Ouais. Tu sais, tantôt, je t'ai présenté en disant que tu es une femme engagée. Ouais. Et tu cherches l'engagement. Oui, c'est très important pour moi. C'est ce que tu dis présentement. Ouais. Non. Moi, mettons, être avec quelqu'un qui est pas sûr, qui a un pied en dedans puis un pied à l'extérieur de la porte, là, non. Mais ça, là, tu sais, j'ai pas de temps à perdre. Puis il y a des gens qui acceptent ça par amour, mais c'est complexe, là. C'est que tu crées une dépendance parce que tu es toujours en train tu sais, t'as une insécurité à dire, OK, comment je m'adapte à cette personne-là pour qu'elle reste. Tu sais, c'est énorme ce que ça demande à celui qui s'attend à plus d'engagement. Mm-hmm. T'as pas envie de vivre ça. Non. Tu vas avoir un gros mariage? Ben, écoute, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi loin de ça, là. Je suis vraiment pas proche de me marier. Mais dans tes rêves, là, oui. Tu célèbres devant du monde, là. Oui, le gros mariage, la grosse robe, le gros party, la lune de miel, tout ça. Là. Où tu vas en lune de miel? Hey, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Va falloir voir avec mon futur mari. Donc, je vais le consulter aussi. Oui, c'est ça. Il y aurait une petite place là, pour répondre. Là. S'il y a une petite préférence. Là, mais... Et si tu dis ça, maintenant tu rencontres quelqu'un puis tu lui dis ça, est-ce que tu penses que ça peut faire peur? Ben, c'est-à-dire que je suis pas non plus... je suis pas non plus le genre de personne que je vais rencontrer quelqu'un puis dans une semaine... Admettons, il écoute ce qu'on est en train de se dire. Là. Mais je suis capable de prendre mon temps. J'ai quand même, là, je veux dire, une chose en son temps. Mais ça démontre à l'autre aussi le sérieux. À quel point tu peux croire au couple. Ça, c'est rassurant aussi pour l'autre. Oui. Tu sais, toi, t'as pas le pied dans la porte, là. Non. Ouais. Toi que t'es dehors ou toi que t'es en dedans? Oui. Puis moi, ouais, c'est ça, je pense que je suis quelqu'un, je suis bien en couple. J'aime ça fonctionner à deux, j'aime ça fonctionner en équipe. Mais c'est pour ça que c'est une belle découverte pour moi, le fait que je suis aussi bien seule. Qu'est-ce que t'aimes faire seule maintenant que tu pensais pas? Ouais,
spontanéité-là de vraiment un peu comme le monde s'offre à moi. Puis même si c'est pas dans des grands projets, c'est niaiseux, là, mais des petits détails de comme t'as ta soirée tout seul chez vous, là. Hey, qu'est-ce que ça me tente de manger? Juste moi, tu sais. Je peux décider qu'est-ce que je veux manger, aller à l'épicerie, me l'acheter, me le cuisiner. Puis après ça, est-ce que je veux lire? Est-ce que je veux regarder un film? Est-ce que je veux aller rejoindre une amie pour un verre? Est-ce que je veux... Peu importe. Est-ce que je veux me coucher à 8h30? Est-ce que je veux me coucher à 1h du matin? Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Tu sais... C'est très libérateur pour moi. Ben, tu vois, hey, mon Dieu, j'ai l'air d'une grand-mère quand je parle de même. Hey, je suis tombée excitée que je peux décider à quelle heure je me couche. Mais oui, c'est ça ma vie. Oui, mais parce que c'est ça, tu n'as pas été seule. Ouais. Tu connais ça. Fait que tu te découvres. Exact. Niveau rouge. Ouf! Tu m'en donnes 3. Tu empêches 3. Ben, jusqu'à maintenant, J'ai ça peur. se passe très, très bien. Oui. OK. On y va. Ouais, j'espère que tu as peur. C'est très épeurant. C'est pas vrai. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Oh! Quelle est l'épreuve la plus difficile que tu aies eu à surmonter? À quel moment aurais-tu voulu que le temps s'arrête? Ah là là! C'est drôle parce que j'avais un feeling qu'en venant ici, j'allais parler de ça, de l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à surmonter. Je sais pas pourquoi. Hier, je pensais au fait que je venais ici puis j'étais comme, hey, je pense, j'ai l'impression que je vais avoir cette discussion-là avec Marc-Claude. Mais à 12 ans, j'ai vécu le décès d'une amie qui avait mon âge. Puis ça a vraiment chamboulé ma vie là, au complet. Là. Pour moi, il y a un avant puis il y a un après. Puis ça a tout changé. Vraiment, 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 vraiment. Puis c'est un âge bizarre là, pour faire un deuil de ce genre-là parce que à cet âge-là, ben premièrement, j'avais perdu personne, là, même pas, mettons, des grands-parents ou rien. Là. Mais est-ce qu'elle est décédée subitement? Elle est décédée d'un cancer. OK. Donc, Ouais. je veux dire, c'était une mort annoncée à quelque part. On pensait pas qu'elle allait décéder. Ouais. OK. Fait que ça a quand même été un choc. Oui, puis on comprend pas qu'à 12 ans, ça peut arriver C'est non ça. plus. Exactement. Fait que c'était comme un premier contact avec la mort qui était vraiment difficile. Puis, j'ai pas été... je considère que j'ai pas été bien accompagnée dans ce deuil-là. J'ai été beaucoup laissée à moi-même. Et donc, ça a été très, 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 très long. Vivre ce deuil-là. Puis ça m'a... Ouais, c'est ça. Ça a eu un Est-ce gros que tu as l'impression que l'anxiété a pris plus de place à travers cette épreuve-là? Oui, d'une certaine manière. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, je suis pas psychologue du tout, mais tu sais, des fois, l'anxiété, Ouais. ça part aussi de la peur de la mort, tu sais. Il y a Ouais. comme une crainte de tout contrôler pour... Oui, ben effectivement, j'ai compris que je pouvais perdre des gens. Que ça soit par la mort ou que ça soit juste Oui, l'abandon. l'abandon. Mais oui, dans ce deuil-là, je me suis sentie très seule. Je me sentais incomprise et je savais pas comment gérer ce deuil-là. Ben, tu sais, en général, on parle très peu de deuil, puis surtout à cet âge-là. Moi, je connaissais personne là, dans mon entourage qui avait perdu... Quand on te l'a annoncé, est-ce que tu te souviens comment tu te sentais? Ouais. J'étais très triste, là. Mais je comprenais pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'elle ne reviendra pas. Tu sais, Ouais. il y a comme l'absolu à travers la mort. Ouais. C'est un premier contact très tôt, évidemment, à 12 ans, puis c'est une amie. Donc, Ouais. c'est pas quelqu'un qu'on devrait perdre Non. du tout à 12 ans. Exact. Puis après ça, tu sais, à chaque année que moi, je vieillissais, mon rapport avec cette personne-là changeait parce qu'à un moment donné, quand tu as 16 ans, puis tu repenses à ton ami, le souvenir que tu as de ton ami, elle a 12 ans. Fait que c'est plus...
t'es comme... T'es plus à la même place, d'elle. tu t'éloignes parce que là, cette personne-là a pas vécu toutes les expériences que toi, t'as vécues. Puis tu sais, maintenant, quand je pense à cette personne-là, je pense à une petite fille, je pense à un enfant, tu sais. Mais à l'époque, c'était mon égal. Fait que c'est ça qui est bizarre aussi, j'ai l'impression de perdre quelqu'un qui est jeune comme ça, tu sais. Quand t'as un souvenir de, mettons, à plus tard dans ma vie, après ça, j'ai perdu des grands-parents, tu sais, ça, c'est un peu plus normal. Mais ça, on a l'image de notre grand-parent, c'est quelqu'un de plus vieux, c'est quelqu'un d'âgé. Fait que là, tu sais, t'as ce souvenir-là de cette personne-là qui ne change pas avec les années. Mais un enfant de 12 ans qui décède, c'est particulier, tu sais. Ouais. Là, c'est parce que quand on perd un ami aussi jeune, c'est déjà tout le salon mortuaire, le service funéraire, de voir les parents pleurer, la famille. Quand t'es un enfant puis t'observes ça, là, tu comprends qu'elle reviendra plus, là. Ouais. On ne connaît pas ça à 12 ans. Ouais. Que ton amie ne reviendra plus à l'école parce qu'elle est morte. Ouais, puis tu sais, j'étais triste parce qu'elle était décédée, mais j'étais triste aussi parce que j'ai plus mon amie. C'est ça. Oui, c'est à un moment donné, tu réalises vraiment ça comme aussi. si... Elle ne reviendra pas dans ton quotidien. C'est ça, tu sais, je veux dire... Puis de comprendre aussi, toi, t'aimes encore la personne, mais tu peux plus recevoir d'amour en retour de cette personne-là, tu sais. Fait que... Tout ça, naviguer ça, ça a été vraiment difficile pour moi. Puis ça a été marquant, là, puis déterminant dans mon parcours. Qu'est-ce que ça a changé? Ben... Est-ce qu'il y avait comme la peur de perdre d'autres amis? Ouais, la peur de perdre les gens. Je me suis sentie très seule. La tristesse? Ça m'a vraiment isolée. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un lien avec mon anxiété, avec une certaine rigidité que j'ai, avec l'insécurité que j'ai par rapport à mes amitiés. Tout ça, là, c'est sûr qu'il y a des liens à faire avec ça. Puis, c'est quelque chose que j'ai vraiment traîné pendant... Un deuil que j'ai traîné pendant toute mon adolescence. Est-ce que tu savais que c'est ça que tu traînais? Oui. Fait que tu étais consciente de ça. Oui, je le savais. Qu'est-ce qu'on aurait dû te dire à ce moment-là? Mais je pense que j'aurais aimé ça être accompagnée. Tu sais, avoir quelqu'un à qui parler, comprendre le deuil, comment naviguer ça. Puis, juste moins me sentir seule là-dedans. Ah, parce que tu comprenais pas les étapes, tu comprenais pas... Non, c'est ça. Puis... Est-ce que tu as l'impression que les gens ne soupçonnaient pas la tristesse qui t'habitait? Ouais. Non, les gens le savaient pas. Non. Donc, tu le démontrais pas? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je m'isolais beaucoup. Ouais, puis ça faisait que j'avais de la misère aussi à connecter avec les gens de mon âge parce que j'avais cette peine-là, tu sais, puis qui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Puis... Ils voyaient quelqu'un de triste, tes amis? Oui, je pense que oui. Oui. Ouais. Fait que non, c'est ça a été... On dirait que maintenant, je me dis d'avoir vécu ça en étant si jeune, ça me permet, moi, je pense, d'être un peu... de comprendre ça, si j'ai des gens autour de moi qui doivent vivre un deuil. Là, j'ai l'impression maintenant que si je vivais ça à mon âge, là, je serais capable d'en parler avec mes amis, j'irais moi-même chercher des ressources de professionnels ou peu importe, mais
Tu sais, à cet âge-là, quand j'étais très jeune, je me disais, ben garde, si moi, à un moment donné, j'ai des enfants, puis que eux vivent un deuil jeune comme moi je l'ai vécu, je vais pouvoir les accompagner là-dedans. Je me disais ça à 12 ans. Mais ça te soulageait. Ouais. J'imagine de dire ça servira à quelque chose, ce que je suis en train de vivre. Tu sais, on ne prend pas 2 questions, mais c'est parce que la première qui était là, c'est avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? J'ai envie de te dire, si tu avais à partager un repas avec cet ami-là, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ton ami? Ben c'est drôle, hein, parce que ça a beaucoup changé avec les années, tu sais. C'est certain. Parce que quand j'étais plus proche de l'âge à lequel elle est décédée, je t'aurais dit, je dirais tout qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Parce que, tu veux un peu comme une amie que t'as pas vue depuis des années, puis là, tu lui dis, hey, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec tel ami l'autre jour à l'école, puis blablabla. Tu sais, moi, c'était ça aussi beaucoup qui me manquait. Mais maintenant, étant donné que ma perception de cette personne-là a changé, moi, ce que ça m'a appris, c'est que tu sais jamais l'impact que tu peux avoir sur les gens. Parce que cette petite fille-là, là, elle a pas eu beaucoup de temps pour, mettons, laisser sa trace comme on a l'impression qu'on devrait laisser une trace dans la vie, c'est-à-dire au niveau de notre carrière, au niveau de qu'est-ce qu'on change dans le monde, peu importe. Mais moi, cette personne-là, elle a changé ma vie. Puis elle a changé la vie de sûrement plein de gens. Pas juste par son décès, là, dans le sens que par ce qu'elle a apporté. Parce qu'elle a apporté, par l'amitié que j'avais. Mais reste que son histoire à elle, le fait que ça a été une vie très courte, moi, je suis convaincue que ça a changé la vie de plein de gens. Moi, ça a changé la mienne, tu sais. Vraiment. Puis, donc, je pense que c'est ça, on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir. Est-ce que ça, tu l'as déjà dit à ses parents? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Ben oui, je pense que j'ai eu un... Pendant longtemps, j'ai eu un certain malaise parce que, justement, je me sentais pas légitime de, moi, traîner ce deuil-là puis cette peine-là parce que je pensais à sa famille en me disant que moi, mon deuil était rien, là, comparé à eux, tu sais. Mais ça a toujours été un désir de me dire, plus tard, tu sais, à l'âge adulte, j'aimerais ça, là. Mais j'en ai jamais parlé publiquement, tu sais. J'en ai jamais parlé publiquement. Parce que ça donnerait un sens aussi à la vie de leur fille. Ouais, c'est de savoir qu'elle t'accompagne encore, qu'elle a modifié quelque chose en toi, qu'elle t'a apporté quelque chose. Tu sais, j'imagine pour un parent, parce que ce deuil-là ne se termine jamais pour un parent, c'est certain. De savoir. Oui, puis de savoir aussi, j'imagine que les gens l'oublient pas, tu sais. Ben non. Et pourquoi tu n'avais jamais parlé avant? Pendant longtemps, c'était trop difficile. Je trouvais ça trop difficile. Je savais pas comment parler. Je savais pas... ça m'a pris du temps, c'est ça, avant d'être capable d'avoir un recul sur mon propre deuil. Puis de pas juste être dans... La peine. Ouais, c'est ça. C'est difficile de parler quand on est dans la peine. Oui. Ça sort saccadé, on se dit c'est pas comme ça que j'aurais dû dire. C'est ça. C'est difficile d'approcher quelqu'un quand c'est à vif. Oui, puis je me suis toujours demandé comment je veux en parler, tu sais. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Puis je sais que... Je sais que pour moi, c'est... Je sais pas encore comment, mais je sais que c'est important pour moi dans ma vie de traiter de ce sujet-là. Du deuil quand on est jeune, quand on est enfant ou à l'adolescence. Fait que je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Mais tu disais tantôt qu'autour de la table, tu avais été entendue, autour de la table de l'émission Marie-Claude. Ouais. J'ai l'impression que tu seras aussi entendue. Parce que, effectivement, ça teinte beaucoup la vie des enfants. Tu sais, des fois, tu peux perdre ton parent. Et les enfants ne vont pas l'exprimer de la même façon. Les adolescents, ben on sait, c'est tellement une période charnière de la vie.
Que, tu sais, des fois, il y en a qui ils vont aller vers tout ce qui est drogue, alcool, pour noyer la peine. Ils vont trouver des solutions dans des paradis qui sont faussement des paradis. Là, tu sais. Mais il y a quelque chose à dire, à nommer et surtout à être sensible, qui ne sont pas des réactions comme on peut s'attendre chez l'adulte nécessairement. Oui, c'est ça. Tout à fait. Toi, tu faisais pas de bruit. Non. Donc, il fallait vraiment t'observer pour comprendre. Oui. Et peut-être tu le comprenais pas non plus nécessairement. Mais ton amie, qu'est-ce que tu voudrais savoir d'elle si tu avais une question à lui poser? C'est ma question. Je sais pas, tu sais, c'est ça qui est spécial. Qu'est-ce que tu demandes à un enfant de 12 ans? Tu sais, cette personne-là n'a pas eu la chance de beaucoup développer sa personne, tu sais. Mais tu sais, je me demande, mais tu sais, les enfants qui deviennent très matures, hein, souvent dans les hôpitaux. Avec la maladie, oui. Avec la maladie. Tout à fait. De savoir, est-ce qu'à 12 ans, tu comprends quand on t'annonce un diagnostic de cancer, est-ce que tu comprends aussi? Je sais pas, là, mais tu sais, c'est intriguant de savoir qu'est-ce qu'ils comprennent à cet âge-là de la mort qui s'en vient. Oui, vraiment. Vraiment, puis parce que c'est ça, il y a comme une certaine naïveté, j'ai l'impression, qui est précieuse là, à conserver. Donc... Toi, est-ce que tu as fait des adieux? Non. Mais c'est correct. C'est correct parce que, tu sais, mes derniers souvenirs avec elle sont extrêmement positifs, lumineux. C'est deux amis qui passent du temps ensemble, comme deux amis normales. Tu sais, quand j'allais la visiter, quand elle était chez elle, quand elle n'était pas à l'hôpital, c'était comme si j'étais avec n'importe quel autre ami, là. Il n'y avait rien d'anormal. Fait que tu lui faisais du bien aussi. On se faisais du bien mutuellement. Pour moi, c'était pas je passe du temps avec mon ami qui a le cancer parce que je dois le... Non, j'avais le goût de voir mon ami. Mais la normalité pour elle, tu sais, parce qu'en milieu hospitalier, on n'est pas toujours dans la normalité. Mais de retrouver son ami, c'est ça aussi qui est beau des enfants. Ouais. C'est cette capacité-là d'abstraction et de vivre dans le moment présent. Tout à fait. Fait que tu l'as vécu avec elle. Oui, puis c'est des beaux souvenirs. Oui. Oh, j'avais envie de dire, on va lever ton verre à ton ami. Mais en tout cas, on pense à elle. Puis, en tout cas, si tu vois ses parents, j'ai comme l'impression que ça leur ferait du bien de t'entendre. Oui, mais je pense que... Non, je pense que tu as raison. Puis c'est ça. Pendant longtemps, ça a été comme... Ouais, ça a été difficile. Je savais pas comment en parler. Mais je pense que, tu sais, plus le temps va passer, plus je vais être capable de comprendre comment je veux, j'ai le goût de dire, honorer sa vie ou sa mémoire, du moins, oui. C'est beau. Niveau rose? Oui. Niveau Eros. Ah oui, OK. J'avais oublié celle-là. OK. Mais écoute, t'as 6 cartes, tu en payes 5, t'en choisis une. Fait que tu comprends, t'es pas coincé. OK, c'est moi qui dois choisir en plus. Oui, t'es pas coincé. Parce que là. je voulais pas coincer personne avec ce niveau-là. Je comprends. Mais on parlait tellement souvent de sexualité qu'on s'est dit, on va en faire un niveau. Je comprends. 3, 4, 5. Bon. Et voilà. Dans la 5e, c'est celle-là. OK. Est-ce que la sexualité était un sujet tabou dans ta famille? Okay. Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? As-tu déjà eu une peine d'amour? Histoire d'un soir ou histoire de couple? Je pense qu'on a répondu. Quelle est ta définition du désir? Oh là là. Oh, mon Dieu. OK. Mais je pense que je vais y aller avec ma définition du désir. Pas parce que j'en ai une très précise, mais parce que moi, j'ai beaucoup parlé de ça en thérapie. Mais
j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup, surtout les femmes, là, de la différence entre ton propre désir puis être un objet de désir. Donc, parce que c'est comme deux sphères que tu dois apprendre à assumer. Mais moi, j'entendais beaucoup parler dans ma vie de faut que tu apprennes à assumer tes propres désirs. Puis ça, c'est un défi en soi. Mais moi, j'ai réalisé que ça m'a pris du temps à assumer que je pouvais aussi être l'objet du désir. J'avais comme un malaise par rapport à ça, de moi-même être désirée. Parce que t'es pas en contrôle. Parce que c'est le regard de l'autre. Parce que c'est le regard de l'autre sur toi. Ce n'est pas toi qui décide. C'est ça. Il y a comme un... Tu sais pas qu'est-ce qui plaît à l'autre, nécessairement, qu'est-ce qui séduit. Exactement. Puis tu ne choisis pas qui te désire. T'as raison. Et puis, en étant dans l'œil du public très jeune, moi, j'ai été un objet de désir avant que moi-même, j'éprouve du désir. Parce que j'étais très jeune, j'étais à l'écran et malheureusement, j'ai été consciente du fait qu'on me désirait. Quand tu dis on te désirait comme que sexuellement, tu veux dire? Ouais. On avait... OK, donc... J'ai été, tu sais, comme sexualisée très jeune. Et donc, avant même que moi, je puisse avoir conscience de ma... De l'impact? De l'impact de ma propre sexualité, mais aussi de moi comprendre c'est quoi du désir. Parce que quand tu commences à en ressentir, là, tu comprends c'est quoi. Fait que tu comprends que d'autres personnes peuvent ressentir ça aussi. Mais moi, avant la puberté, là, j'étais vue par certaines personnes comme étant désirable. Et comment on te le manifestait? Par les réseaux sociaux. Je recevais des messages d'adultes inappropriés. Là. Ouais. Et tu lisais ça? Ouais. Est-ce que tu comprenais pas? Non. Mais t'as quand même des adultes qui t'écrivaient alors que t'étais jeune, t'étais un enfant. Ouais. Tu sais, à 11-12 ans, là, quand tu cherchais sur Google Alice Morel-Michaud, le deuxième résultat, c'était Alice Morel-Michaud nue. Puis il y avait rien. Il n'y avait pas de photo de moi nue, là. Mais oui. Ah, c'est comme... On dépasse la limite, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, à cet âge-là, j'avais un malaise, évidemment. Mais je comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Oui, parce qu'on est dans l'interdit. Oui, puis t'as pas cette... tant mieux comme ça, là. Mais à cet âge-là, t'as pas cette conscience-là de qu'est-ce que ça veut dire, là. Le fait que t'aies des adultes qui t'envoient ce genre des messages comme ça. Ou, fait que c'était... Je pense que ce malaise-là, un peu mon mécanisme de défense, c'était d'en rire. Donc, c'était comme un jeu avec mes amis. On trouvait ça drôle. Fait que si je voyais que j'avais reçu un message, puis là, on voyait que c'était un monsieur, j'attendais pour l'ouvrir, puis on l'ouvrait avec mes amis, puis on trouvait ça drôle, tu sais. C'était comme des anecdotes. Ah oui, haha, Alice reçoit des messages de monsieur qui ont des posters d'elle dans sa chambre, puis tout ça, tu sais, c'était comme drôle. Puis un moment donné, j'en ai parlé à la table de cuisine, puis mes parents, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Puis j'y comprends. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Ah, puis tu l'as pas averti, tu n'as pas dit tout de suite parce que tu le savais pas. Oui, parce on avertit. Je voyais pas ça comme quelque chose de dangereux. OK, mais quand même, hein? Oui. Ouais, donc après ça, ce malaise-là, c'est ça, quand tu ne choisis pas, quand t'as pas... quand t'es pas... De façon absolument inconsciente, parce que t'es même pas avec eux. Oui, c'est ça, je veux dire. T'es à TV, là. Exact. Là, j'ai jamais été approchée physiquement de manière inappropriée, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'es dans un rôle, tu sais, il y a rien en toi qui veut provoquer ça, là. Ben non. Pas du tout, jamais, là. Fait que là, après ça, quand tu vieillis,
Puis là, tu commences à te faire peut-être désirer par des gens de ton âge. Mais moi, j'avais déjà une relation conflictuelle avec ça. J'avais déjà un malaise par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu te sabotais? Je fuyais beaucoup ça, là. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. Des garçons qui me disaient qu'ils étaient intéressés par moi. Ouais, j'avais vraiment... Tu les croyais pas? Je pense que ça me faisait peur. Ça me faisait peur de pas avoir ce contrôle-là. De pas pouvoir choisir le regard que les gens avaient envers moi dans cet aspect-là de ma vie. Puis, fait que c'est ça. C'est des apprentissages que j'ai dû faire. Fait que ça, tu sais, j'ai comme travaillé là-dessus parallèlement à travailler à assumer mon propre désir. Hey, tu sais, t'as 25 ans, là, c'est bien ça que t'as dit tantôt, Oui. là, je m'en souviens, là. Et tu sais déjà ça. T'as déjà analysé ça, tu comprends? Et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Quand là, même, Alice, là, tu sais, déjà de comprendre. Mais c'est ça que ça fait la thérapie. Mais parce que, on dirait que tu dis ça, puis j'ai beaucoup d'images qui apparaissent de gens que je connais. Tu sais, est-ce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu te camoufles aussi pour taire le désir des personnes que tu n'avais pas envie de séduire? Ouais, ben... Oui, tu sais, pendant vraiment longtemps sur les réseaux sociaux, là, j'étais très consciente du fait que je voulais pas trop montrer mon corps. Là. Parce que je voulais pas recevoir ces messages-là. Et j'avais peur. À un moment donné, quand j'ai pris conscience de qu'est-ce que ça voulait dire, là, j'avais peur des croisés. Mettons, je sais. Bien, tu sais, s'il y en a qui t'ont écrit, c'est quand même grave, là, tu sais, je veux dire, d'écrire à un enfant, là, tu sais, c'est... Parce qu'il voulait que tu les lises, là, tu comprends? Tu aurais pu aller plus loin là, avec ces messages-là. Donc, tout à fait, tu sais, déjà, je trouve, en fait, c'est énorme d'écrire à un enfant dans cette zone qui est sexuée. Tu sais, il te voyait déjà comme un être sexuel avec qui ça aurait peut-être pu aller plus loin, là, je veux dire, c'est... Tu sais, quand il écrit, il y a une intention derrière ça, là. Oui, mais c'est ça il est là le danger, là. Ben oui. Que moi, je voyais pas à cet âge-là. Mais quand, à un moment donné, j'ai comme pris conscience du danger, ben là, après ça, est-ce que ces personnes-là sont dangereuses différemment? Est-ce que ces personnes-là pourraient aller plus loin? Est-ce que ces personnes-là pourraient... Tu sais, nous, des fois, il y a en tant que personnalité publique, là, les gens, s'ils veulent nous rencontrer, ils ont des manières de le faire. Là. Des fois, c'est annoncé, tu sais. Oui, Alice sera présente. On va être à tel endroit ou peu importe. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Parce que tu sais pas c'est qui, mais ils peuvent être là. Oui. Puis là, après ça, comment ça peut se décliner? Ces gens, il y a des gens là-dedans qui avaient des enjeux de santé mentale. Fait que là, après ça, est-ce que cette personne-là pense qu'il y a une relation? Tu sais, il y avait un homme, là, il m'écrivait des lettres, là, des lettres d'amour, mais lui, dans sa tête, il s'imaginait qu'on était en relation. J'étais la femme de sa vie. On allait se marier, tout ça, tu sais. Là, tu sais pas, là, cette personne-là, c'est une obsession, là. Oui. Est-ce qu'après ça, elle peut venir te rencontrer puis là, devenir violent? En tout cas, ouais. Fait que j'ai été chanceuse, tout compte fait, parce que il s'est jamais rien passé. Est-ce que ça a changé la relation avec ton corps? Ouais. Ouais, parce que c'est ça, je ne voulais pas là, être sexualisée davantage. Donc, je me cachais beaucoup. Fait que ça m'a pris du temps avant d'assumer mes formes. Parce que tu savais que ça pouvait être l'objet de désir. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé quand tu as enfin assumé tes formes? Ben, j'ai repris du contrôle puis du pouvoir. Puis maintenant, je l'assume. Des fois, mon intention de peut-être provoquer ça chez certaines personnes. Tu veux séduire? Ben, pas tout le monde, pas tout le temps. Là. Non, mais c'est possible. C'est-à-dire c'est possible, ben oui, tout à fait. Tu n'attends pas nécessairement d'être séduite aussi par quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Tu sais
tu sais que tu as cette capacité-là de séduire. Oui, mais ça vient avec assumer son propre désir. T'sais, fait que là, maintenant, quand je décide d'assumer ce désir-là, ben, je comprends que ça peut être un atout de moi aussi vouloir provoquer peut-être ça chez quelqu'un. Fait que ça, c'est quelque chose de beau, là. Mais ça m'a pris du temps. Puis je suis pas encore... faut encore que je travaille là-dessus. Qu'est-ce qui te reste à franchir? Ben, ouais, plus de l'assumer, là. J'ai encore quand même un malaise, là. Certains diraient que je suis prude. Mettons, au niveau de mon aisance à parler de sexualité puis de ma sexualité. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Oui. Oui. Certains, c'est toi aussi? Oui, c'est moi aussi. Est-ce que autour de ta table, là, quand tu étais petite, est-ce que vous parliez de sexualité? Pas vraiment, mais c'était pas un tabou non plus, là. Et qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? C'est une bonne question. Je sais pas. Parce que pourtant, je suis tellement... Un livre ouvert? Je suis un livre ouvert, ouais. oui, vraiment. Ouais. Puis j'encourage les gens à s'assumer, à libérer leurs paroles, mais c'est comme si... Ouais, je pense que c'est comme pour moi-même... c'est ancré profond dans moi, ce malaise-là à être un objet de désir. Ouais. Oui, parce qu'on dirait que quand tu dis objet de désir, comme objet sexuel, il y a comme on dirait qu'il y a comme une... C'est comme quand tu étais petite, on t'a vu presque comme un objet sexuel avec les commentaires que tu avais, ouais. Alors que l'objet du désir, c'est quelque chose de plus tendre, de plus... Oui, tout à fait. Tu sais, parce que c'est sûr que ça a eu un impact sur toi. Ouais. Si tu me dis que tu vas en thérapie, là, je veux pas jouer à psychologue, là, ça m'énerve quand je veux pas tomber dans cette zone-là. Mais c'est parce que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que là, comme moi, présentement, je réfléchis beaucoup à ce que tu es en train de dire. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'être un objet de désir, tu veux pas l'être dans le regard de tout le monde. Ouais. Et en même temps, tu es dans un métier où tu deviens quand même... Les gens vont vouloir souvent être toi, tu sais, vont vouloir... Tu sais, on se positionne, on te voit. Tu sais, t'as aussi des commentaires sur les réseaux sociaux juste par rapport à toi. Mais il y a comme quelque chose où tu donnes aussi tu donnes ton aspect physique. Tu sais, pour moi, être actrice, c'est quelque chose, ou être acteur, parce que vous êtes en 3D tout le temps. Ouais. Tu sais, la manière que tu vas t'habiller, tu peux avoir un personnage hyper sexué. Ouais. Mais en même temps, c'est confrontant, j'imagine, pour même la personne que t'es à jouer ce genre de personnage-là. Est-ce que tu apprends à travers ça? Oui. Mais c'est comme... C'est plus facile à travers un personnage, tu sais, parce que c'est pas toi. Mettons, moi, sur un plateau de tournage, je suis pas en train de penser au fait que les gens vont me voir moi. Ils vont voir le personnage. Ils vont voir le personnage. Donc, mais après ça, c'est certain que des fois, t'as un petit 2 minutes quand le film sort, puis là, tu te vois à l'écran, puis tu fais « Oh, c'est moi! » Non, mais même moi, je réalise pas ça. Puis souvent, après ça, quand les gens dans la vie de tous les jours me font des commentaires, tu sais, j'ai vu tel film, j'ai vu telle affaire. Là, des fois, là, j'ai un petit 2 minutes de t'as vu ça? OK, t'as vu ça aussi. Okay. Ouais. Mais sur un plateau de tournage, c'est une bonne chose, là. Je pense pas à ça. Est-ce que ça te permet de mettre ton anxiété sur pause? Oui. Oui. Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, très souvent, quand j'ai parlé de manière publique de mon anxiété, les gens sont étonnés, tu sais. OK, mais là, les plateaux de tournage, c'est tellement des environnements anxiogènes. Comment tu fais pour gérer ton anxiété sur un plateau de tournage? Je suis jamais aussi relax dans la vie que sur un plateau de tournage. Mais en même temps, tout est encadré sur un plateau de tournage? Oui, puis je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment à ma place. Je me sens en sécurité.
Et Tu connais. Tu Oui, connais puis tes capacités, tu as ton texte aussi. Oui, puis c'est ça. J'arrive vraiment à sortir de ma tête et de mon corps, tu sais, de pas juste être en train de penser à ma vie, moi, Alice. Je suis dans le personnage, je suis dans l'histoire, je suis dans la connexion avec les autres acteurs. Donc, mon anxiété se passe très, très bien sur les plateaux de tournage. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai des petits moments là, quand après ça, c'est diffusé, que je fais comme « Oh, j'avais oublié Est-ce que tu as de la pudeur sur un plateau de tournage? Non. Dans la vie, est-ce que tu as de la pudeur? Oui. Ouais. C'est drôle, hein? Ah oui, t'es la même... Ben, c'est comme la même base. Ouais. Ah, c'est fascinant, ça. Ouais. Tu sais, quand on n'est pas du tout dans ce métier-là, d'entendre ça. Ouais. Donc, il y a une zone autre que celle que je vois devant moi. Oui, oui. Qui, elle, est capable... Cette autre Alice-là, quand elle a un personnage, elle va servir son personnage. Tout à fait. Oui. Fait que c'est la preuve que dans ma vraie vie, il y a beaucoup de retenue, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de retenue et tu as quand même beaucoup parlé déjà de ta relation avec ton corps aussi. Ouais. Donc, tu as cheminé aussi par rapport à cette retenue-là. Ah oui, j'ai vraiment cheminé. Vraiment. Ben c'est ça, j'ai eu l'opportunité de faire un balado sur le thème de l'image corporelle. C'est un balado documentaire, donc c'est vraiment moi qui est comme partie en quête pour comprendre comment on fait pour avoir une image corporelle positive et pourquoi ça intéresse autant les gens, parler des corps des autres. Puis ça, je sais qu'on en a parlé ensemble. Ouais. Mais donc, ce processus-là, ce balado-là, on l'a fait sur 1 an. Et ça m'a vraiment permis de cheminer. Ça a été comme un cadeau, là, faire ce projet-là, parce que j'ai rencontré des spécialistes, mais j'ai aussi parlé à du monde de mon quotidien. J'ai eu des discussions avec mes amis là-dessus, j'ai eu des discussions avec ma sœur, avec des collègues de travail, avec plein de gens avec qui j'avais jamais parlé de ça. Et de vraiment là, de crever l'abcès, de libérer la parole, puis de se dire, OK, on va en parler de nos corps. On va parler de comment on fait pour se regarder dans le miroir, puis être correct avec ce qu'on voit, puis qu'est-ce que toi t'aimes de ton corps, puis qu'est-ce que t'aimes pas de ton corps. Puis on va en parler librement, ouvertement, sans tabou. Ça m'a fait un bien immense. Puis avant, j'étais tellement dans une mentalité où je ne voulais pas en parler. Puis justement, tu sais, moi, je suis allée sur le plateau de ton émission, puis j'ai dit, ça devrait pas être un sujet de conversation, les corps. Puis c'est drôle parce que maintenant, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, il y a une manière d'en parler, dans l'ouverture, dans la bienveillance, mais ça devrait pas être un tabou. On devrait être capable de... Oui, parce qu'on devrait pas garder ça à l'intérieur. C'est ça. Ce malaise-là. Exactement. Tu sais, le corps, on l'habite, ouais, mais on le projette aux autres. Absolument. Donc, d'en parler avec les autres aussi, tu sais, tu te rends compte souvent que ton corps, il dérange vraiment personne. Ouais. C'est ta relation intérieure que tu as avec ce corps-là, avec ce que tu vois, mais d'en parler, ça dédramatise. Et on voit aussi qu'on a tous nos enjeux oui, avec nos corps. Ben oui. On idéalise quelqu'un, quand on y parle, cette personne-là a aussi un enjeu qui peut être d'un autre ordre, mais qui est un enjeu. Donc, d'en parler, c'est aimer son corps aussi, d'en parler. Ouais. C'est d'être capable d'en parler sans le dénigrer. Ouais, l'honorer. Oui, tout à fait. L'honorer, des fois. Il y a des jours où c'est pas facile d'honorer son corps. Non. Mais ça fait partie de... Tu sais, moi, je vais t'avouer là, que il y a quelques années, je me disais, hey, c'est de valeur que, mettons, qu'à 50 ans, on n'a pas le droit de changer de corps. Tu sais que... On a fait 50 ans avec le même, on peut-tu comme retourner? Puis, mais non, ce corps-là, ça nous rappelle qu'à quel point il faut faire attention
à ce corps-là parce que c'est lui qui nous permet de faire tout ce qu'on fait, tu sais, physiquement. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. C'est beaucoup le corps. Donc, d'être capable d'en parler. Puis, tu sais, chapeau pour tout ce que... C'est que tu t'es commis aussi, Alice, à travers ça. Oui, oui, oui. Tu sais, quand tu l'as dit, t'es partie de toi. Ouais, ouais. T'as cheminé, puis ta réflexion a cheminé n'était plus la même à la fin. Ouais. C'est un vrai... Est-ce que les gens vont vers toi pour parler de cette image corporelle-là? Ouais, les gens m'en parlent beaucoup. Est-ce que des fois, t'es tannée d'en parler? Non, pas depuis que j'ai fait ce projet-là. C'est ça, c'est quelque chose que j'évitais beaucoup avant. Je voulais pas en parler. J'ai refusé tellement d'entrevues sur le sujet. Dans ma vie de tous les jours, j'évitais vraiment ce sujet-là. Puis maintenant, non, je trouve que c'est... j'ai jamais regretté d'avoir une discussion avec quelqu'un par rapport à l'image corporelle. Et ça a libéré quelque chose? Tellement. Tellement, vraiment. C'est... ça a vraiment été une belle expérience. Puis je suis très fière d'avoir eu ces discussions-là. Les amis là, avec qui j'ai parlé dans le cadre de ce balado-là, ça nous a rapprochés. C'est quoi le titre de ce balado? Miroir, miroir. Miroir, miroir, parce que si les gens veulent... c'est disponible sur audio. OK, la plateforme de Radio-Canada. Je pense que ça va intéresser des gens. On le mettra aussi en référence. Là, donc, miroir, miroir. Ouais. Mais ça dit tout, miroir, ça dit miroir. Tout. La dernière question, Alice, c'est une question qui est douce. Que penserait la petite Alice de toi maintenant? Oh là là! Ben, à différents moments de ma vie, je penserais différentes choses de qui je suis aujourd'hui, mais je pense que la petite Alice serait fière que j'assume qui on a toujours été, moi et la petite Alice. C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, le fait que je suis quelqu'un qui fonctionne bien avec les règles, que j'aime ça l'ordre, que je me suis sentie différente à cause de ça, que j'ai peut-être été un peu isolée. C'est quelque chose que je voulais changer de moi. Le fait que j'étais anxieuse, le fait que j'étais beaucoup dans ma tête, que j'arrivais pas, moi, à juste, avoir 15 ans, puis être avec mes amis dans un party, puis boire de la bière, puis être dans le moment présent, puis pas penser au fait que j'avais des textes à apprendre, puis là... c'est illégal. T'avais une charge mentale. L'alcool. Puis, mais, tu sais, j'ai toujours été comme ça. Puis, je voulais changer. J'espérais un jour être capable de me libérer de ça. Puis, maintenant, je pense que, bon, je suis de plus en plus souple. C'est-à-dire que je travaille beaucoup ma rigidité mentale, mais j'assume aussi que je suis comme ça. Puis que c'est correct. Il y a des gens qui sont pas comme ça. Je serai jamais la personne super relax qui regarde pas 3 fois son trajet d'autobus pour être certaine qu'il manque pas son autobus. Puis il y en a d'autres comme toi. Mais oui, c'est ça. Souvent, on va regarder les différents. Ben, voilà. C'est toi, mais une fois que tu le sais, ouais. Tu sais que des fois, si quelqu'un dit t'es peut-être un peu rigide, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Mais oui. Ça vient avec. Oui, c'est ça. Mais il y a des qualités à ça en même temps. T'es jamais en retard, j'imagine? Ah non, je suis déjà. Ah oui, t'es en retard? OK, fait que ton trajet d'autobus... Oui, c'est pour ça que je le regarde 3 fois. Mais non, mais oui, c'est ça. Je pense que maintenant, j'assume vraiment plus que c'est correct comment je suis, puis que c'est ça, tu sais, les traits de caractère que j'avais à 4 ans, à 5 ans, là, c'est parce qu'ils sont profonds en moi, puis que ça changera pas, puis c'est correct. Donc, t'es en paix. Ça fait qui je suis, ouais. Donc, la petite penserait de toi... Ben, que je suis fière d'assumer
cette Alice-là, bonne élève, qui veut s'assurer que toute la classe a remis son travail à temps parce que s'il y a juste moi qui l'ai remis à temps, ça, c'est une injustice. Puis c'est pas correct. Merci beaucoup, Alice. Merci tellement, Marc-Claude. Quelle merveilleuse discussion. Merci. Quelle maturité tu as. C'est incroyable. C'est toujours vraiment agréable de discuter avec toi. Merci pour ton ouverture puis ta douceur. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. On dirait là, que je suis comme un peu, je sais pas, dans un autre état. Tu as tellement dit de choses qui portent à réflexion de ton jeune âge. Et j'aime mélanger les âges. Aujourd'hui, tu nous apprends beaucoup. Alors, merci, puis merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.